Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles, qui est très en forme ce matin. Oui. Bonjour Gilles Gansman. C'est parce que j'ai mon Sciences et Vie Junior. Voilà, Sciences et Vie Junior. On va en parler avec vous, Danielle McCaffrey. Bonjour, vous êtes la rédactrice en chef de ce Sciences et Vie Junior. Nouvelle formule, on connaît Sciences et Vie. Désormais, il y a déjà depuis un petit moment le Sciences et Vie Junior, mais c'est une nouvelle formule avec énormément de choses très intrigantes. Non, vous ne touchez à rien, vous n'appuyez sur aucun bouton. Énormément de choses à découvrir, c'est passionnant, c'est riche. Ça a 35 ans. Ouais, absolument, et on va en parler avec vous dans un instant. Vous me disiez que les adolescents se lisaient facilement. On a des fans absolus du magazine. Moi-même, j'étais fan absolue du magazine quand il est sorti il y a 35 ans. Et ils préfèrent le lire en papier. En papier papier. Oui. Ouais, on est encore sur ces lecteurs qui sont plutôt pas trop sur les réseaux sociaux et qui aiment ce temps de lecture, cette pause en fait, qui les déconnecte. Alors ça commence au CM2 jusqu'à, on va dire, 15-16 ans. Et puis après, il passe à Sciences et Vie. Oui, parce que il y a à la fois de la bande dessinée, il y a des expériences, il y a énormément d'informations. C'est d'une richesse assez incroyable. Et en plus, là, il y a un voyage à Londres à gagner, donc on n'a pas gagné. On a gratté nos tickets. On a gratté. On a regardé, on n'a pas gagné, donc on va aller acheter Sciences et Vie pour gagner le voyage à Londres. La une, c'est si tu pouvais voir le futur, et puis évidemment énormément encore une fois dans cette nouvelle formule de jeux bizarres, de tutos justement, et puis débunker les informations, c'est-à-dire décrypter, essayer de lutter contre les fausses informations. Mais on va y revenir. Et à noter qu'à 10h30 on recevra Claire Lajeunie et Sarah Barouk pour parler d'un document très fort qui sera diffusé ce soir sur Canal+, Vivante, qui concerne les féminicides, les femmes qui sont tuées par leur mari. C'est très, très, très dur et en même temps très riche d'enseignements. On va passer au zapping tout de suite. Sud Radio Média, l'instant zapping. On va rester dans la liberté des femmes avec une journée et une date historique. Ils étaient, Valérie, 925 députés et sénateurs réunis en congrès pour voter l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Le Congrès a voté en majorité oui. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Un moment de concorde pour l'histoire. Cet après-midi à Versailles, la très grande majorité des parlementaires a gravé dans la Constitution le droit à l'IVG. L'émotion se lit sur les visages, notamment chez les représentantes des associations féministes. Parmi elles, Claudine Monteil, pionnière de la lutte pour l'avortement. C'est un moment extraordinaire, c'est un moment que je ne pensais jamais vivre de ma vie, parce que nous nous sommes battus pour qu'on prononce le mot avortement. Ce soir, la Tour Eiffel s'est illuminée en l'honneur de ce vote historique. Et Claudine Monteil était évidemment au départ à l'origine du vote de l'IVG. Et sinon, la Tour Eiffel, c'est devenu un panneau publicitaire. Dès qu'il y a un événement, il y a un panneau. Vous parlez de sexualité dans Sciences et Vie Junior pour les enfants? Assez peu finalement, parce que c'est des sujets... On s'adresse vraiment aux ados et pas à leurs parents. Justement. Et les sujets de tout ce qui est émotion, amour, etc., si on le met en couverture, ça va pas les attirer. Ils sont pudiques, ils n'ont pas envie forcément qu'on les prenne en train de lire ça. Évidemment, dans le magazine, oui. On décrypte la sexualité, mais on est encore sur des jeunes quand même CM2, donc il faut s'adapter entre 10 et 15 ans, c'est pas les mêmes ados, voilà. Donc c'est toujours sous l'angle de la science. Et on va parler par exemple de la sexualité des animaux. C'est une bonne façon de parler des comportements homosexuels dans le règne animal, ce genre de choses. Mais c'est vraiment très scientifique, c'est vraiment sur de la physique, de la recherche, sur l'avenir, sur le futur, c'est
les figeurs du temps, par exemple, on va en reparler. Enfin, c'est extrêmement centré sur la science et la vulgarisation scientifique. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, Valérie, les Français adorent détester les Jeux Olympiques à Paris. Alors que je pense qu'ils auraient été furieux qu'on les obtienne pas. On aurait dit, voilà, la France ne sait pas faire, on a encore perdu. Alors après les friges, une autre polémique est en train de monter maintenant, c'est autour des affiches qui ont été révélées hier. Vous avez vu les deux affiches? Et ça commence à faire débat, c'était dans cet avou hier. Ce sont des affiches qu'on a voulu extrêmement riches, qui racontent une histoire, qui ont du sens par rapport au projet de Paris 2024. Alors bien évidemment, c'est fantasmé, mais ça reste quand même l'esprit de Paris 2024. On dirait Luna Park, très colorée, pas mal. Bon, je la trouve jolie, celle-là, faut dire ce qu'il y a. J'aime bien l'idée que tout soit organisé autour de la Tour Eiffel. C'est un peu le fouillis, non? Je sais pas, il y a la mer, mais la mer, elle est à Marseille, elle n'est pas à Paris. Non, franchement, je trouve ça joli, assez enfantin aussi. Le Trocadéro, la Tour Eiffel, le Pont Neuf qui est là. Bon. Écoutez, moi, je la trouve assez sympa. Elle est pas désagréable, mais elle fait un peu fête foraine. Luna Park, vous en avez pensé quoi? C'est pas ça, c'est que la polémique, c'est qu'on a retiré la croix sur les Invalides. C'est surtout ça, la polémique. Vous allez chercher des choses. Je ne vais pas chercher quelque chose, c'est la polémique. Pourquoi on a retiré la croix sur les Invalides? Je ne sais pas, je vous pose la question. Je vous pose la question. Vous allez en parler avec vos débatteurs? Oui, on va en parler avec les débatteurs tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'elle fait un peu Luna Park, cette affiche. Ça ressemble à Fasino, vous qui connaissez bien. Oui, ça ressemble aussi à un plan de Disneyland Paris. Oui, un petit peu. C'est très juste. Très juste. Notre Elisabeth Lévy, iconoclaste et à contre-courant, était, comme souvent, chez Pascal Praud. Et ce dernier l'a recadré hier quand elle minimisait un acte qualifié d'agression sexuelle. Qualification d'agression sexuelle mise dans les titres comme cela est fait. Après, on découvre dans l'article, il a essayé de m'embrasser. Bon. Essayer de m'embrasser, c'est pas une agression sexuelle? Non, Pascal. Ou alors, il y a plus. Enfin, excusez-moi. Il a essayé de m'embrasser, c'est pas une agression sexuelle? Non, c'est quoi? Non, c'est pas une agression. Georges Fenech? Je pense que oui. Mais enfin, vous êtes sur quelle planète? Mais enfin, vous êtes Elisabeth. Mais vous êtes sérieuse? Oui, je suis sérieuse. Vous entendez? Mais ça s'appelle. Mais enfin, vous êtes extraordinaire. Alors, je suis sérieuse. Mais c'est une agression sexuelle au pluriel de la loi. Il y a même pas de discussion. L'autre l'a repoussé, il l'a pas embrassé. Mais il a essayé de. C'est une agression. C'est une. Enfin. Ah oui, on vit dans ce monde-là. Bon. Bah oui, bien sûr. Elle était députée, et Elisabeth Lévy. Un témoignage fort et bouleversant chez Jordan Deluxe, qui recevait la grande comédienne Judith Magre. Je sais pas si vous aimez Judith Magre. Elle est âgée de 98 ans et elle lui a confié qu'elle était impatiente de mourir. Je ne veux pas être un vieux truc dégueulasse. J'attends la mort. Oui, bien sûr. Avec impatience. La mort, vous l'attendez avec impatience? Ah bah oui. Je trouve que la vieillesse est une chose horrible, qu'on devient moche. Je veux pas vieillir. J'aime mieux mourir. Mourir, je m'en fous. Je ne veux pas souffrir. Ouais. Je veux pas être malade, avoir mal. Ouais. Je veux mourir. Je serais bien débarrassée. Je serais très contente. Mais pas de subir des souffrances abominables. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, d'ailleurs, j'espère que on fera ce qu'il faut pour que je souffre pas. Ouais, mais elle est incroyable, hein. 97 ans, 98 ans, c'était chez Jordan Deluxe, c'était fort. Ouais. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est mon 5e son, donc c'est ma petite séquence musicale. Oui. Alors, pour une fois, je vais vous le faire sous forme de jeu, Valérie. Alors, c'est pas vous qui allez jouer. Ils ont reçu dans cet avou le grand pianiste Lang Lang. Donc, et il a pianoté sur son piano comme le ferait un animal. Et donc, il faut découvrir quel est l'animal que Lang Lang joue. Premier extrait. Ça saute. Mais c'est un chat. Une sauterelle. C'est des cats. Ça saute. C'est australien. Un kangourou. Ah, bravo. Deuxième extrait. Kangourou. Bravo. Alors, bravo. Un autre. Un guépard. Non. Ça picore, ça picore. Un poule. Bon, ça va. Bravo Valérie, c'est une poule. Oui, une poule, exactement. Bon, c'est quoi l'intérêt?
C'est le carnaval des animaux de Fin-Sens. Ah, d'accord. Donc ils ont fait un jeu. Donc voilà, c'est bien pour Sciences et Vie. Oui. Et puis Lang Lang, il est formidable. Lang Lang est très connu. Évidemment, immense pianiste. Voilà, on se retrouve dans un instant, absolument. Sciences et Vie Junior, nouvelle formule avec un voyage à gagner à Londres si vous achetez ce numéro. À tout de suite avec la rédactrice en chef Danielle McCaffrey. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je vous remercie énormément au niveau de Sud Radio de tout ce que vous faites pour donner la parole aux sans-voix, parce que sur nos médias nationaux, personne n'en parle. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est la rédactrice en chef de Sciences et Vie Junior, Danielle McCaffrey. Avec vous, on parle de cette nouvelle formule de Sciences et Vie Junior. Et pendant la pub, je vous disais la richesse de ce magazine. Donc vous avez, racontez-nous un petit peu cette nouvelle formule. C'est un magazine qui existe depuis 35 ans. En fait, nos 35 ans. Et qui est l'un des magazines, si ce n'est le magazine préféré des ados, axé, on l'a dit, sur la science, sur le futur, les découvertes, le décryptage de l'information, et avec une formule qui est extrêmement diversifiée en fait dans la maquette. Oui, c'est une nouvelle formule. On s'est fondé sur les fondamentaux de Sciences et Vie Junior, qui sont l'innovation, l'étrangeté, le bizarre et l'humour. Et c'est essayer de faire passer des messages scientifiques, la découverte de la science, de l'ingénierie, de la techno, mais avec du fun, tout est très 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 vulgarisé, pour que tous les ados puissent tout comprendre et que ça leur donne l'envie, le goût des sciences. Et ça, c'est aussi une mission qu'on a, et de féminiser la science aussi. Oui, on c'est ce que j'allais vous poser comme question. Totalement mixte. On est garçon fille. Parce qu'on voit qu'il y a cette inquiétude on l'a lu dans la presse récemment, les filles ne vont pas vers les métiers scientifiques, et vous dites que vous connaissez votre lectorat. À la fin du collège et du lycée, donc quand nous on les perd, en fait les filles, c'est de l'autocensure, des clichés ancestraux, on va dire, qui font qu'elles ne vont plus vers les sciences et l'ingénierie, alors que nous, nos lectrices sont tout aussi passionnés que nos lecteurs. Donc on les connaît bien et on voit bien que ça se décante après, en fait. Et c'est vrai que nous, on se dit, si on arrive à les garder le plus longtemps possible et à leur donner vraiment ce goût très très tôt pour qu'elles se dirigent vers ces formations-là, on aura réussi quelque chose. Parce qu'en télévision, où on a perdu les jeunes, il n'y a plus du tout de jeunes qui regardent la télé, ils sont soit sur les réseaux ou soit sur les plateformes. Comment on fait dans la presse pour les attirer? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il y a une écriture spéciale pour les jeunes? Il y a une écriture absolument tout à fait spéciale pour les jeunes, et ça, c'est le talent des journalistes scientifiques de la rédaction, certains sont à Sciences et Vie Junior depuis 20 ans. Ils ont vraiment une maîtrise absolue de la façon de leur parler. Ils sont capables, par exemple, de scénariser une BD. Là, on a Mathieu Lefrançois qui a fait une BD sur la ceinture d'astéroïdes. Donc, c'est tout un scénario. Il travaille après avec un BDiste. Enfin, c'est vraiment un boulot de vulgarisation assez fou. On a des infographistes qui travaillent avec nous depuis des années et pareil, qui sont capables d'utiliser, de vraiment aller dans le détail total pour démonter. Nous, on déboulonne beaucoup de choses. On explique comment ça marche, comment fonctionnent les choses. Donc oui, l'écriture pour enfants, ados, et c'est pas des bébés non plus. Donc on les traite pas, ils sont pas à la maternelle. Donc non, c'est parfois complexe. Moi, j'ai lu les articles, j'ai appris des choses. Vous avez tout compris? Oui, j'ai à peu près compris, mais j'ai découvert des choses, et ce que dit un auditeur, justement, c'est que même les adultes peuvent... je pense qu'il y a des parents qui doivent piquer le magazine, parce que justement, ça permet... Moi qui suis très très nulle, justement, dans tous ces domaines, ça permet l'intelligence artificielle, peut-on voir le futur? Tout ce dossier est absolument passionnant. C'est passionnant, on a beaucoup de parents qui l'utilisent comme support, justement, et puis pour comprendre un peu aussi ce que font leurs ados à l'école, au collège, parce qu'on suit quand même à peu près le programme scolaire. On s'adapte
aussi aux notions, on s'adapte aussi aux réformes, etc. Par exemple, on met beaucoup de maths dans le numéro parce il y a moins de maths, à l'école, au lycée notamment, et pourtant on est un pays de matheux, et les ados, beaucoup de nos lecteurs et lectrices adorent les maths, mais on les rend vraiment fun. Donc on va, par exemple, comment le Tetris, jouer à Tetris, c'est faire des maths, jouer au Rubik's Cube, on va faire des sujets un peu étonnants sur des objets mathématiques qui sont capables de suivre des trajectoires incroyables. Donc on rend les maths vraiment accessibles. Et bon, pour les parents, c'est aussi une façon de faire aimer ces matières-là. Et puis après, il y a des choses comme... Alors moi, je ne savais pas du tout que Ariane 6 est devenu un bateau, en fait. Ils ont recyclé toute une fusée et c'est devenu un bateau. En fait, ils transportent toutes les parties d'Ariane 6 en cargo à voile, en fait. C'est un truc de fou, voilà. Donc on va vraiment sur tout ce qui est très innovant, très waouh, qui fait rêver. Et on est aussi sur la science évidemment positive. C'est ça, c'est l'avenir, c'est tout ce qui permet de changer, de transformer la vie, et vous en montrez justement les mécanismes. Alors 2 auditeurs me disent mais il n'y a plus d'émissions de télé, justement, c'est pas sorcier, on n'est pas des pigeons. Où sont les émissions scientifiques à la télé? 3, 2, 1, contact pour les plus vieux. Camille, elle me dit tu mourras moins bête de Marion Montaigne. Il y avait des émissions, effectivement. Oui, alors il y a une émission sur Gulli. On avait reçu Max Lesguy. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Max Lesguy a une émission. Alors je ne sais pas si elle existe toujours. Donc je veux pas m'avancer. Mais il n'y a pas eu l'idée d'adapter le magazine en télé. Il y a eu égal M6 qui continue. Oui, alors je sais que nous là, on travaille, on est partenaire sur le digital, avec souvent, mais c'est vrai que nous on fait de la presse écrite et aussi on a un site internet et on développe nos réseaux sociaux, mais c'est certain que les jeunes sont moins devant la télé. Enfin, en tout cas, à cet âge-là, on partage plus l'écran le soir avec ses parents. Donc, c'est plus les mêmes comportements. Encore une fois, on n'est pas sur les tout petits qu'on peut planter dans la télé. On est sur des ados qui choisissent ce qu'ils ont envie de lire, de regarder, de découvrir. Il y a un dossier marrant, c'est au Uno, t'as tout faux. Personne ne joue au Uno comme il faut. C'est le sujet préféré des lecteurs dans ce numéro. Parce que tout le monde est concerné. Est-ce que je peux enchaîner les cartes? Oui. Grande question. Est-ce que j'ai le droit d'enchaîner? Ah oui, c'est marrant. Il y a eu des débats, des débats sans fin à la rédaction. On peut enchaîner ou pas? Normalement, non. Non, on peut pas enchaîner. Si, moi j'enchaîne. Voilà. Mais il y a aussi un focus sur un prof de SVT. Qui est le meilleur prof de SVT de France. Qui raconte son métier. Mais surtout, c'est nos lecteurs et lectrices qui lui posent les questions. On a beaucoup d'interactions avec nos lecteurs. Je vois sur les livres aussi, c'est nos stagiaires. Une jeune femme de 16 ans qui raconte, qui explique. Donc il y a beaucoup d'interactions aussi. En fait, on prend énormément de stagiaires à la rédaction de 3e. Plus, on a évidemment tout notre entourage enfants, et puis nos lecteurs qui interagissent beaucoup avec nous. C'était ma question. Est-ce qu'ils vous écrivent? Beaucoup. Mais vous écrivent quoi? Alors, beaucoup de lettres de fans, et puis ils nous posent des questions auxquelles on répond tous les mois. Vous avez on répond aux questions lecteurs. Oui. Et on a 2 personnes qui répondent vraiment, et puis au cas par cas. Enfin voilà, on a vraiment une relation à nos lecteurs. C'est rare, les magazines où on a une relation lecteur très très forte. Et on les a encore rencontrés dimanche. On a fêté nos 35 ans au Musée des Arts et Métiers. Une grande journée. Il y avait un concours d'innovation. Il y avait le concours Innové, c'est ça. Le concours Innové. Donc tous les mois, on remet 1 000 €. C'est pas mal. Un jeune qui a une invention, en partenariat avec l'INPI. Enfin, c'est très très sérieux. Et puis ça fait 35 ans que ça existe. Qui a gagné dimanche? Et dimanche, alors on a Edan qui a gagné le premier prix avec son portail connecté. On a Timéo, 12 ans, qui a eu le 2e prix avec un appareil pour nourrir ses poules. Le nourrit sa poule, il a fait craquer, mais tout le monde. Enfin, super. C'est quoi? Il a inventé quoi? En fait, normalement, c'est un petit garçon qui vit à la campagne et donc il doit aller nourrir les poules le week-end, le soir. Et en fait, il avait la flemme. Et ça vient souvent de là, une innovation. C'est quelqu'un qui a envie de se faciliter la vie. Et il a inventé un système pour nourrir ses poules automatique. C'est dingue. Il a 12 ans.
il est vers Lyon. Non, mais génial, super mignon. Et donc dimanche, on avait des centaines, même des milliers de personnes au musée des Arts et Métiers pour une grande journée autour de l'innovation, et on a remis ces prix. Et on avait invité des abonnés, on avait des tas de lecteurs. Et donc, oui, ils nous parlent, toute la rédaction était là. Enfin, c'était très, très, très sympa. Ouais. Un auditeur me dit, pour les enfants qui n'ont pas les moyens financiers ou technologiques d'accéder à Science et Vie, comment faire? Enfin, ça coûte 5,20 €. Par mois. Faut pas exagérer non plus, quoi. 5,20 €. Et puis, on a des offres d'abonnement avec 5 mois gratuits. Voilà, il y a des tas de choses pour faciliter. Quand on voit le prix d'abonnement des portables et autres, il y a des priorités. Enfin, voilà. On a des priorités. 5,20 €, vous en avez pour votre argent, hein, dans le magazine. C'est très dense. Très dense. Je crois que il n'y a pas une page où il n'y a pas une information des dossiers. Donc non, Stéphane qui pose des bonnes questions. Là, Stéphane, je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'on peut dépenser 5,20 € pour un magazine de cette richesse. Il y a combien de personnes qui travaillent? 15 personnes. On est une rédaction de 15 personnes. On fait le mensuel et le hors-série. Je voulais apporter aussi, qui sort tous les 2 mois et qui a aussi pris un coup de jeune là, avec la nouvelle formule. Ah oui, les inventions dingues qui ont changé le monde ou pas. Voilà, c'est toujours le petit pas de côté. On n'est pas à l'école, quoi. On présente l'innovation de façon décomplexée. Et donc, le hors-série, c'est tous les 2 mois. Et donc, on va sur une thématique plus en détail, mais ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être, des choses qui peuvent paraître difficiles, mais on arrive vraiment à les vulgariser et à les rendre accessibles à notre lectorat. Et il n'y a pas d'âge pour innover, lance-toi. Alors Camille, elle nous dit comment on participe au concours pour si on a un enfant qui le a site une internet, Science et Vie Junior sur internet. Voilà, elle me dit c'est bon, j'ai la réponse, j'ai trouvé sur le site. Donc le site est bien fait. Voilà. Donc écoutez, Science et Vie Junior, donc nouvelle formule, c'est à découvrir en kiosque, et puis le hors-série qui répertorie les inventions dingues. Certaines ont marché, d'autres un peu moins. Mais justement, c'est marrant de voir comment parfois le post-it, par exemple, vous revenez sur le post-it, le velcro, comment ça a été inventé. C'est vraiment les inventions de leur quotidien. Absolument. On se met toujours à leur hauteur, en fait. Science et Vie, donc Science et Vie Junior, à découvrir en kiosque. Et franchement, vous le dites, il y a des formules d'abonnement qui permettent de réduire les coûts. Et franchement, c'est pas un gros sacrifice pour autant d'informations. Merci à vous, bravo à votre équipe, Daniel McCaffrey. Merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est bien de mettre en avant la presse. Oui, absolument. Merci pour l'invitation. Et on se retrouve, nous, dans un instant pour parler féminicide et de ce documentaire ce soir qui sera diffusé sur Canal+, Vivante. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Sarah Barouk, bonjour. Et Claire Lajeunie, toutes les deux, on va pouvoir voir votre travail ce soir sur Canal+, dans un document très puissant, très fort, très émouvant et essentiel. Ça s'appelle Vivante. Alors, vous êtes Sarah Barouk. Je suis un peu émue parce qu'on se connaît. J'ai participé à ce livre, donc je le dis en préambule. Vous êtes auteur et Claire Lajeunie, vous êtes réalisatrice. Vous avez réalisé ce sujet à partir du témoignage de Sarah Barouk il y a 1 an. Vous avez décidé, racontez-nous un petit peu votre histoire, Sarah. C'est votre histoire en grande partie aussi vous êtes le fil conducteur de ce documentaire. Oui, tout à fait. Qui est consacré, je l'ai pas dit, au féminicide. Une femme est tuée tous les 2 jours et demi par son conjoint. Ce sont des faits divers dans les journaux, et pourtant il y a des femmes derrière, et c'est ce que vous avez voulu mettre en avant dans le livre dont vous allez nous parler. Oui, dans le livre, et puis ensuite transformer tout ça en action dans le documentaire. Oui, moi je me suis enfuie avec mon bébé dans la nuit du 5 au 6 juin 2020. Et très rapidement, comme je correspondais pas tellement aux stéréotypes des femmes victimes de violences telles qu'on les décrit, c'est-à-dire souvent des femmes qui ne maîtrisent pas forcément bien la langue française ou qui viennent de milieux défavorisés, etc. Moi, j'ai un père médecin, une mère institutrice. On n'était pas millionnaire, mais on va dire que j'ai jamais été à plaindre. Et pourtant, j'ai été recueillie par mes parents. J'ai retrouvé ma chambre d'ado avec mon bébé de 16 mois. Enfin, c'était une période
j'avais honte, quoi. J'étais accablée par la honte et je me suis dit, mais qui sont finalement les femmes qui finissent par mourir de la violence de leurs compagnons ou ex-compagnons? Et chaque fois que je regardais dans les articles de journaux, je tombais sur des récits de faits divers qui décrivent les derniers instants, donc le côté totalement morbide d'un crime. Le nombre de coups de couteau, exactement. L'arme à feu. Exactement. Et on ne s'intéresse pas aux femmes. Jamais aux femmes. Et il y a également le décompte des victimes qui est mis en place. Ouais. Et alors, je sais pas si c'est... Enfin, c'est pas lié directement, mais je raconte dans le livre que pour moi ça l'a été. Moi je suis juive, ma mère est d'origine ashkénaze et j'ai grandi entourée de déportés de la Shoah avec des numéros sur le bras. Et pour moi, numéroter, c'est déshumanisé. Voilà, j'ai grandi comme ça. Donc quand j'ai découvert les décomptes de féminicides, pour moi ça m'a glacé le sang parce que je me suis tout de suite imaginé que si ça s'était mal fini, je pense que ma mère n'aurait pas survécu, que je sois devenue un numéro de féminicide. Ouais. Vraiment. Ouais. Donc c'est comme ça que... Alors, on a besoin des statistiques. La question, ça c'est pas une critique. En revanche, chaque femme a son histoire. Chaque femme a son histoire. Chaque femme est différente. Voilà. Je me suis mis en tout cas pour devoir de les humaniser. Et vous avez donc publié ce livre il y a 1 an, 125 et des milliers. Parce que 125, c'est le nombre annuel moyen officiel. Et je me suis rendu compte évidemment qu'il était faux, enfin très en deçà de la réalité chaque année. Et puis c'était vraiment une enquête qui a duré au final quasiment 3 ans, puisque entre le moment où il y a un prénom de victime dans un journal et celui où on a le numéro de téléphone portable de la maman, il y a beaucoup d'étapes. J'ai interrogé 125 familles. Et comme vous le savez, Valérie, j'ai confié mes enregistrements à 125 personnalités pour qu'elles deviennent les ambassadrices d'une morte. Et vous avez raconté l'histoire de Julie Douib, qui a été en Corse, voilà, en Corse, et puis surtout qui a déclenché beaucoup de choses, puisque c'est l'assassinat de Julie qui a déclenché le Grenelle des violences contre les violences faites aux femmes. Valérie et Sarah, et je vous propose d'écouter, pour que nos auditeurs se rendent compte, la bande-annonce. Je m'appelle Sarah Baruch, j'ai 43 ans. Pendant 10 ans, j'ai vécu avec la peur au ventre. Tous ces visages derrière moi, c'est 1 an de féminicide en France. Interdiction d'écouter de la musique, de danser, de regarder des films, de vivre, quoi. Aujourd'hui, j'ai réussi à m'échapper de cette emprise. Cette liberté, j'ai décidé de m'en servir. J'essaye de sensibiliser les entreprises. J'ai même créé un sac de départ. Et du coup, on a caché dans le fond du sac un double fond, très discret comme ça. Faire bouger les lignes, c'est le défi que je me suis lancé. Création documentaire vivante, seulement sur Canal+. Est-ce que quand on part avec son bébé, on se dit j'ai le bébé d'un monstre? En fait, la question s'est pas posée comme ça pour moi. Déjà, j'ai du mal à considérer qu'il y ait que des monstres existent. Je pense qu'ils sont tous le résultat d'une histoire et j'ai un véritable problème, moi, à porter un jugement sur des humains. En revanche, vous lui pardonnez à lui sa violence? Oui, parce que j'ai du mal à vivre avec la colère, moi. En fait, je lui pardonne pas de ne pas s'être fait soigner comme je le lui demandais. Voilà, c'est ça qui me met en colère. Je suis en colère qu'il ne m'ait pas écouté toutes les fois où je lui ai demandé de faire quelque chose, toutes les fois que je lui ai dit, et que finalement moi je rêvais d'avoir une grande famille avec 3 enfants et que c'est quelque chose qui ne m'arrivera pas, que j'ai perdu des années à ne pas voir ma famille comme j'aurais aimé, à perdre de vue des amis, à ne pas écrire comme j'aurais aimé. Enfin voilà, tout ça je ne le récupérerai pas. Et vous pensez que quelqu'un qui tue sa compagne n'est pas un monstre? Je pense que s'il y a des monstres, on est tous un petit peu monstrueux quelque part. Je pense que c'est le résultat d'une société que oui, je peux pas comprendre qu'on torture quelqu'un. Moi-même, j'arrive pas à écraser une fourmi, donc je vais pas justifier de la violence. Je pense simplement que lorsqu'on s'intéresse au sujet et qu'on rencontre justement les agresseurs, qu'on les écoute, on se rend compte qu'ils sont aussi le fruit d'une histoire et que on peut
continuer de creuser la colère, mais que ça n'aide pas à aller mieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle aussi de ces femmes. Enfin, c'est ce que vous avez voulu faire dans ce livre, et puis ce qu'on voit aussi dans le document, Claire Lajeunie, puisqu'il y a aussi l'éclairage de spécialistes, de médecins, on a Boris Cyrulnik, un certain nombre d'experts qui vous parlent. Comment vous avez abordé le documentaire, Claire Lajeunie? Oui, moi je me suis j'avais vu beaucoup de films en fait autour de ce thème. Je me suis demandé ce que je pouvais faire de plus, parce qu'il y avait on a beaucoup vu les derniers documentaires sur justement ces hommes violents, cette justice réparatrice dont on parle tant. Et moi, j'avais pas envie de faire ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux apporter, moi, à mon petit niveau réalisatrice pour essayer de faire bouger les lignes? Et effectivement, quand je rencontre Sarah, j'ai tout de suite le sentiment de m'identifier à cette femme, à cette jeune femme. Je me dis, c'est ma petite sœur, c'est ma copine. Et elle a failli mourir. Et en fait... Il faut essayer de sensibiliser au maximum et d'arrêter les caricatures. Je trouve que à chaque fois c'était cette envie de travailler sur l'identification et de la caricature. Donc et puis après c'était surtout elle venait de monter son association après ce livre qui avait quand même été extrêmement reconnu, et on s'est dit on va faire un film mode d'emploi, on va faire un film de solutions, et si on peut sauver au moins une femme, on aura gagné notre pari en fait. Mais là pardon. Ce que je trouve, ce que vous dites est très important, c'est-à-dire que la question de juger le père de ma fille, en fait, j'ai été prise dans l'urgence de ne pas faire d'elle une future victime. En fait, lorsqu'on est dans une relation de violence, souvent on l'accepte parce qu'on se pose finalement en sauveur, en sauveuse en tout cas, d'une personne en mal de vivre. C'est l'exemple que je donne toujours. Moi, le père de ma fille pétait les plombs si je nettoyais pas le couvercle de la poubelle, mais en même temps, sa mère le lavait à l'eau de Javel quand il était petit. Donc, si vous voulez, c'est ce qui fait qu'on pardonne, parce qu'il y a cette machine qui se met dans notre tête voilà, je comprends que ça va pas, mais en même temps, il a des raisons d'eux. Alors qu'en réalité, non, il n'y a jamais de raison pour justifier la violence. Sauf que quand ma fille est née, j'ai eu ce troisième œil. J'ai eu ce pas de côté qui m'a permis d'observer ce que j'ai vu, et surtout, en fait, elle commençait dès toute petite à avoir des moments d'absence quand les cris étaient trop forts, elle avait des vrais problèmes de sommeil. J'ai un bébé qui, pendant 3 ans, s'est réveillé chaque matin et avait commencé sa journée chaque matin entre 4h45 et 5h15. Elle mangeait pas comme il fallait, elle refusait d'être sevrée. Il y avait un impact direct sur elle. Et en fait, du coup, ce lien culpabilisant qui me retenait à lui, cet élastique, d'un seul coup, je me suis dit, là, faut faire un choix, c'est soit lui, soit elle, en fait. Sauf que ce qu'on voit sur ces femmes qui ont été assassinées, c'est qu'elles n'ont pas eu, ou elles ont alerté, qu'elles n'ont pas été entendues. Et ce qui est formidable et qu'on voit dans le document, et ce que vous faites, ce sont les témoignages de ces femmes qui vont voir les gendarmes, qui vont voir même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, parce qu'il y a beaucoup de clichés sur les coups. Sauf que la violence psychologique, peut-être Claire Lajeunie, ça commence par là, la violence. Moi, il y a quelque chose sur cette violence terrible. Moi, j'ai le chiffre, enfin, qui est invérifiable parce qu'il n'est pas prouvé, mais à chaque fois, j'ai découvert en faisant ce film que 60% des femmes qui mouraient sous les coups de leur conjoint, c'était le premier coup. C'est le premier coup. Il n'est pas invérifiable, pardon, en fait, c'est une observation. En fait, c'est une observation que fait l'Union nationale des familles de féminicides. Donc, c'est elles qui prennent en charge les familles une fois qu'il y a eu un féminicide, et qui, du coup, font cette estimation selon les données qu'elles vérifient quotidiennement. Donc, effectivement, c'est pas un organisme national qui a attesté de ce chiffre, mais il est très pragmatique, en fait. Oui, c'est ça. C'est que c'est pas, ça peut être c'est ça que moi qui m'a étonné, c'est que parfois c'est la première fois qu'il y a une violence physique, il y a eu des emprises ou des violences psychologiques. Et puis le coup mortel peut arriver en fait en une seule fois. Le problème, c'est que les femmes n'arrivent pas à partir. C'est tout le problème de la violence. Pardon, on parle de 7 faux départs. 7 faux départs. Oui, et vous dites quelque chose dans le documentaire très fort. Vous dites la première interdiction doit être le premier signal, en fait. Exactement. C'est-à-dire que ça commence par la manipulation psychologique, mais le premier, tu mets une robe plus longue ou tu regardes pas par la fenêtre, ça doit être une alerte, et en fait, pour la femme, ça ne l'est pas. En fait, c'est tout à fait vrai, et j'irais même...
après avoir analysé en fait ce qui se joue en nous, c'est le premier sentiment de peur. C'est-à-dire c'est la première fois qu'on ne fait pas quelque chose ou qu'on n'est pas naturel par peur de la dispute. Et c'est là qu'en fait il y a un problème. Parce que on peut tout à fait décider dans un couple équilibré de ne pas aller à un anniversaire pour rester avec son chéri, de ne pas aller voir des copines parce que bon, on a beaucoup bossé ces derniers temps, mais c'est un choix qu'on fait parce que il y a un moment donné où une relation, ça nécessite aussi de s'impliquer dans cette relation. Donc parfois les personnes ont du mal à comprendre où est-ce qu'il y a de la violence. En fait la violence, elle se reconnaît à la peur. Est-ce que je fais ces choix-là par peur ? Ou est-ce que c'est moi qui décide en pleine possession de mes idées, de mes choix et de mon envie ? Voilà. Comment, s'il y a des femmes qui nous écoutent, qui sont dans cette situation, c'est compliqué de donner des conseils, c'est-à-dire d'abandonner sa vie, peut-être Claire Lajeunie, chez les femmes que vous avez pu rencontrer aussi, qui elles témoignent, c'est difficile de dire je pars avec mes enfants, ce qu'a fait... On se rend compte dans le film. Il y a l'ami de Sarah qui la voyait dans la salle de gym avec des marques, qui ne savait pas quoi lui dire, comment faire. Ses propres parents racontent dans le film que ils savaient, mais ils savaient pas vraiment, en fait. Il y a cette femme aussi dans le documentaire qu'on verra ce soir qui a peur d'être retrouvée. Bien sûr. C'est pas simplement la fuite et le départ, comme parle Valérie, c'est aussi ne pas être retrouvée par la personne. Et cette jeune femme, donc, s'appelle Asia, on l'a rencontrée à la Maison des Femmes. Il est très fort ce moment dans le documentaire. Et c'est une femme d'un courage incroyable. Il faut savoir qu'elle a fui l'Algérie elle a préparé son plan de fuite pendant des mois. Avec ses 3 enfants. Avec ses 3 enfants. Et même à des milliers de kilomètres, elle a encore peur d'être retrouvée. Donc voilà, mais c'est là que... Après, il y a un déclic. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est de dire qu'il y a un déclic. C'est-à-dire que pour certaines, c'est tout d'un coup de retrouver un emploi. Pour d'autres, c'est tout d'un coup, il y a une gifle qu'on supporte plus, on se voit dans la glace, on ne se reconnaît plus. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on se dit, peut-être que là, il faut que je sauve ma peau, quoi. Et comment faire ? Et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer. Il y a plein de petits détails qui font que c'est possible. Il faut croire en soi. On peut tendre la main. Il y a des choses, il y a plein de choses que propose Sarah. Oui, il y a un mode d'emploi dans le. Il y a des femmes très belles dans le film qui sortent de l'enfer et qui vont très bien. Est-ce qu'on peut retomber amoureuse ? Bien sûr. Vous êtes de nouveau amoureuse ? Oui, je suis très amoureuse et j'ai même le droit de m'habiller comme je veux, donc c'est formidable. Et de mettre du vernis à ongles. Et de mettre du vernis à ongles. Oui, on voit sur les images. Oui, alors après, je crois que ce qu'il faut retenir surtout, c'est de ne pas juger et de ne pas se juger. Que le temps de la victime, c'est pas le même que le temps des proches. Que ça prend du temps et qu'effectivement, on dit toujours, on culpabilise les femmes en leur disant pourquoi tu n'es pas partie, pourquoi tu pars pas, pourquoi tu portes pas plainte. Mais c'est une vie entière qui se fracasse lorsqu'on fait ça. Donc il faut être prête à l'affronter, il faut être prête pour les mois qui suivent. Et se préparer, parce que c'est souvent les féminicides, ce qu'on découvre aussi dans le document, c'est quand elles décident de partir. Exactement. C'est toujours à ce moment-là que ça se passe. C'est toujours à ce moment-là, c'est l'annonce du départ et de la rupture. En fait, rien oublier, parce qu'on oublie le doudou. Alors vous avez fait un sac justement avec une poche spéciale, et dans cette poche, vous dites pendant 3 semaines, tu mets les documents dont tu vas avoir besoin, ta pièce d'identité. Je vous laisse en parler. Oui, en fait, parmi les autrices du livre 125, il y avait Yasmine Buron, qui est une... Alors, toutes les personnalités n'étaient pas nécessairement célèbres. Je voulais aussi des femmes entrepreneurs, qui est un peu un reflet de la société. Yasmine a créé une marque de sac qui s'appelle Rive Droite. Et quand on a terminé le livre... pardon, j'ai peut-être pas le droit de dire... Si, bien sûr que si. En plus, sur une cause comme celle-là... Je tiens à dire que en plus les bénéfices sont reversés aux associations. Donc je lui dis, j'aimerais qu'on aille plus loin et surtout qu'on essaye de parler de ces sujets différemment, non pas à travers des communications d'associations ou des communications officielles, mais à travers des marques que les femmes aiment et où finalement aller sur un site de marque, c'est anonyme. Enfin, je veux dire, si jamais quelqu'un regarde l'historique après, il se dit elle est juste allée s'acheter un sac, quoi. Donc c'est pas risqué. Et je lui ai dit, il faudrait faire comprendre aux femmes avec un sac symbole que le départ, en fait, ça se prépare parce que le moment du départ est un moment dangereux potentiellement et il faut partir dans l'idée qu'on ne reviendra pas et qu'on n'aura pas à revenir. Et du coup, ce sac, il a un double fond caché
dans lequel effectivement on peut mettre au fur et à mesure tous les papiers d'identité dont on va avoir besoin et dont certaines femmes sont privées. C'est pour ça que ça peut prendre des semaines de les photocopier et de les cacher. Il y a une vraie préparation. Il y a une vraie préparation, mais il y a également à l'intérieur, dans l'étiquette, une petite étiquette discrète avec un QR code. Lorsqu'on le scanne, il y a l'intégralité de tout ce qu'il ne faut pas oublier pour un départ en sécurité. Et ça va effectivement donc de tous les papiers administratifs, mais aussi de tous les aspects émotionnels. Parce qu'en fait, si vous partez sans le médaillon que votre maman vous a donné sur son lit de mort, vous allez retourner. Si vous partez sans le doudou de votre enfant, vous allez retourner. Il y a plein de choses comme ça. Choses à prendre en compte. En tout cas, dans le film, on raconte quand même que Nathalie est morte parce qu'elle avait oublié un cahier d'école. Qu'elle est retournée effectivement pour le récupérer. Et il y a un an, vous vous doutiez que ce livre aurait un tel impact, parce que vous avez eu un succès assez phénoménal pour un sujet qui n'est pas facile, et encore rappeler que ce livre, 125, encore une fois, les droits sont reversés, etc. Justement, donc, on a la remise du premier chèque à l'UNFF, l'Union nationale des familles de féminicides. Ce sont ces femmes que vous avez voulu raconter, c'est pas la victime de 36 coups de couteau, c'est que derrière, il y avait des femmes qui vivaient, qui étaient heureuses, qui étaient joyeuses, qui avaient des parents. Des femmes qui nous ressemblent. Qui nous ressemblent, absolument. Bon, on en aurait parlé des heures avec vous. Dernière chose, Valérie, moi j'aurais aimé que ce documentaire, pour l'avoir vu, on s'en a un peu parlé, soit en clair. Et que soit accessible à tout le monde. C'est ce que nous dit une auditrice qui n'a pas Canal+. Bah oui. Voilà. Je trouve que c'est Vivante d'utilité ce soir. Ce genre de tout le monde savait la pièce d'Élodie. Mettez-le en clair. La pièce d'Élodie Wallace avec Sylvie Testu à 22h40 et L'amour et les forêts de Valérie Donzelli avec Virginie Efira et Melville Poupeau. C'est une grande soirée ce soir consacrée aux violences faites aux femmes, et Vivante, c'est à voir absolument. Merci à toutes les deux et on se retrouve nous dans un instant pour les débats. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.